Allez, on est parti. Alors, je suis ravi, merci d'assister ce soir à ce webinaire qui est le troisième, du coup, organisé par Formabad sur des thématiques dédiées au public du badminton. Ce soir, on va parler badminton pour tous. Donc, vous allez voir dans la présentation, on va essayer de s'attarder sur ce que ça veut dire et puis ce que c'est qu'un projet badminton pour tous avec quelques clés de compréhension de comment essayer de mettre des actions en place. D'abord, quelques petites règles de fonctionnement pour ceux qui étaient déjà là sur les webinaires précédents, vous en avez sans doute l'habitude. Donc c'est un webinaire où il n'y aura pas d'interaction orale, c'est-à-dire que je vais faire une intervention un petit peu descendante pendant une trentaine de minutes sur la base du PowerPoint que vous voyez là, que vous avez sous les yeux, et il y aura un temps d'un quart d'heure de questions-réponses qui sera proposé à la fin. Donc vous avez tout le loisir de poser vos questions dans le chat, et mon collègue Vincent qui est à mes côtés se chargera de tout centraliser pour que je puisse y répondre dans le temps imparti, et si ce n'est pas le cas, je m'engage à vous apporter une réponse ultérieurement en contactant les personnes qui auront les bonnes réponses. Est-ce que j'ai été bon, Vincent? Ça va pour la présentation? Parfait. Alors commençons, le vif du sujet. Donc ce soir, on se concentre un petit peu sur le badminton pour tous, un badminton pour tous les publics. Alors d'abord, dans un premier temps, ce que je voulais partager avec vous pour qu'on soit tous d'accord autour de cette table virtuelle sur ce qu'on appelle le bad pour tous, c'est bien dans l'esprit de la Fédération française de badminton et des structures qui mettent en place des actions. On fait aussi un peu de basket à la fête de bad, c'est toujours un peu sympa. Donc le bad pour tous, c'est une manière de mettre en place des projets avec un objectif qui est celui qui est écrit là, qui est de développer le badminton comme un outil, et je vais dire des gros mots, d'inclusion, de lien social et de bien-être à destination des publics qu'on appelle les publics éloignés de la pratique sportive. Donc ces publics, ils sont plus ou moins nombreux, mais quand on parle de bad pour tous, on parle bien de cela. Voilà. Alors, ce webinaire, il va se diviser en 4 petits temps. D'abord, normalement, vous avez tous vu la vidéo qui vous a été présentée juste avant de rejoindre cette salle virtuelle, qui était la mise en place d'une action sur le terrain dans les Hauts-de-France, un plateau handibad. Donc vous avez vu concrètement ce que ça pourrait représenter une action d'animation à destination des publics en situation de handicap. J'aimerais qu'on comprenne tout au long du webinaire comment est-ce qu'on est arrivé à ce type d'action sur le terrain. C'est-à-dire que je vais essayer de vous donner une vision générale sur l'écosystème social et médico-social qui peut accueillir les publics dont on a parlé, éloignés de la pratique sportive. Je vais vous proposer des éléments sur l'offre de pratique que vous pourrez leur proposer sur le terrain. Vous déclinez assez rapidement les outils fédéraux qui sont à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place d'un projet. Et enfin, je terminerai de manière un peu moins concrète peut-être sur un partage de finalités ensemble, sur ce que c'est qu'un projet d'accès au badminton pour tous. Bon, je vais un peu vite. Alors, dans un premier temps, se focaliser sur le réseau de partenaires. Alors, pour arriver aux situations que vous avez vues dans la petite vidéo qui était initialement présentée, il a fallu aller, entre guillemets, chercher les publics. C'est-à-dire toucher des gens qui étaient en situation de handicap, pour le coup, et qui étaient éloignés de la pratique sportive. Nous, à la Fédération française de badminton, on essaye d'orienter nos structures vers du partenariat. Du partenariat avec des établissements qui hébergent, accueillent des personnes qui sont éloignées de la pratique sportive la plupart du temps, qu'on appelle les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc c'est un peu barbare comme terme, ça s'appelle les ESMS. Il y a toute une littérature qui existe sur internet sur l'écosystème médico-social, vous pourrez aller vous renseigner, mais là j'aimerais bien vous dresser un petit peu le portrait entre guillemets de ce que représente cet écosystème social ou médico-social. Alors, les établissements médico-sociaux, c'est, comme vous le voyez, des établissements qui prennent en charge des populations atteintes de déficience ou d'incapacité. Ça peut être lié à l'âge, on pense bien sûr aux EHPAD par exemple. Ça peut être lié au handicap, on pense aux foyers d'hébergement ou aux IME, vous avez déjà peut-être entendu parler de ces termes-là. Qui touchent des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Voilà, je vous donnerai des exemples par la suite dans le webinaire. Et puis il y a les établissements uniquement sociaux, donc qui exercent uniquement des activités à caractère social et pas nécessairement médical. Et là on pense par exemple à tous les services sociaux autour de la protection de l'enfance, par exemple. Alors, définir les choses dans les grandes lignes c'est bien, où est-ce qu'on peut les trouver c'est encore mieux. Donc
je vous invite à consulter un site internet qui est très bien fait. Alors je peux pas y aller en direct, mais normalement Vincent va vous donner l'adresse directement sur le chat, comme ça vous pourrez aller jeter un œil. Ce fichier, c'est le fichier national des établissements sanitaires et sociaux. Donc dans ce fichier qui est actualisé par le gouvernement, on trouve un répertoire très fourni, une base de données en quelque sorte, de l'ensemble des établissements sociaux ou médico-sociaux en France. Donc vous pouvez taper et chercher ça territoire par territoire, et vous aurez les coordonnées des établissements, téléphone, mail, etc. Donc je vous invite à aller jeter un œil. Pour vous donner quelques exemples de structures médico-sociales, on a donc, j'en ai parlé tout à l'heure, les établissements et services d'enseignement spécialisés pour les mineurs en situation de handicap. Donc on parle par exemple des instituts médico-éducatifs, les IME. On parle également des établissements qui interviennent dans le domaine de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Donc là on trouve des jeunes qui sont en situation difficile avec la justice. On pense également aux ESAT, vous avez déjà dû entendre ces termes-là, établissements et services d'aide par le travail, donc qui sont des établissements qui hébergent des personnes en situation de handicap et qui les accompagnent par la reprise d'une activité professionnelle à s'insérer dans la société. Et il y a également des activités de loisirs, comme le sport. Les établissements pour personnes âgées, dépendantes, les EHPAD, moins dépendantes, les résidences autonomie. Les établissements pour les personnes adultes handicapées, on pense aux foyers d'hébergement, mais pas que. Les établissements pour les personnes en difficulté, on pense, et les plus connus, ce sont les CHRS, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Et enfin, parmi tant d'autres, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, donc ce qu'on appelle les CADA. Ça, c'est des exemples pour vous dresser un petit peu le portrait de cet écosystème médico-social autour duquel on peut graviter quand on essaye de mettre en place des projets sportifs, en l'occurrence badminton, à destination des publics éloignés de la pratique sportive. On peut également citer, au-delà des structures médico-sociales, les principales structures implantées dans les collectivités de l'animation socio-culturelle. Donc là, ça va peut-être vous parler déjà, mais je pense aux centres sociaux, à tout ce qui est maison de quartier, maison de la jeunesse et de la culture, maison pour tous, les espaces jeunes aussi pour toucher les populations jeunes. Donc là, on parle des BIJ qui sont les bureaux information jeunesse, etc., etc. Comme vous le voyez, c'est un écosystème qui est un petit peu lourd d'acronymes. Ce que je voulais essayer de tenter de défricher un petit peu avec vous là, c'était d'avoir une vision globale. Alors pour certains, ça va déjà parler, je crois que Sarah est dans la salle, donc Sarah qui travaille déjà avec certains établissements médico-sociaux pourra peut-être éventuellement partager son expérience. Je sais pas comment ça peut être fait, mais tout à l'heure. Mais en tout cas, là, ça vous donne un aperçu général de l'écosystème autour duquel vous pouvez agir pour rentrer en partenariat, rentrer en réseau et aller chercher des publics qui sont éloignés de la pratique sportive. Alors ok, on a touché les publics, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'on leur propose en termes de badminton? Comment est-ce qu'on organise notre offre de pratique? Alors j'ai repris une petite image que j'aime bien, qui est l'image de la fusée, que j'utilise assez fréquemment dans mes présentations, mais globalement, au badminton et ailleurs dans la pratique sportive, on peut penser qu'on structure notre offre sur 3 niveaux. Le niveau 1, il est surligné en jaune parce que c'est le niveau qui nous intéresse le plus ici aujourd'hui, c'est l'accès à la pratique pour tous, et en particulier pour les personnes qui sont éloignées de la pratique sportive. Qui peut mener à l'échelon numéro 2, qui est l'accès à la compétition. On reste une fédération olympique, on a des vocations à former des gens qui se perfectionnent et qui accèdent à des compétitions et qui s'amusent aussi dans la compétition. Et enfin, et c'est peut-être un peu plus marginal dans le cadre du badminton pour tous, quoique, on peut évidemment y voir des tremplins vers le haut niveau. Alors j'insisterai d'abord dans un premier temps sur les possibilités. J'ai essayé de balayer un petit peu ce à quoi il faut penser en termes d'offres de pratique quand on réfléchit à un projet Bad pour tous au départ. Alors pour moi il y a plusieurs choses. En priorité numéro 1, j'ai envie de dire, il faut, quand on parle de personnes en situation de handicap, quand on parle de personnes seniors, il faut former ses éducateurs. Donc là on a tout un arsenal de formation, je vous le décrirai un petit peu après, qui peut aider vos éducateurs, vos professionnels à mieux encadrer ce type de public. Il faut former les éducateurs et dans le même temps sensibiliser les bénévoles et les dirigeants. Alors là j'ai un exemple très concret en tête, mais quand on parle de handicap, le handicap ça peut encore parfois malheureusement faire peur à certains. Je pense qu'on a une mission de service public, de sensibilisation
au handicap de manière générale. Et pour ça, nous, on a un moyen très simple, c'est de proposer à des personnes valides de s'asseoir dans des fauteuils et d'essayer. Voilà, c'est un biais que nous, on a trouvé sur l'ensemble de nos animations, et qui permet à des dirigeants qui n'oseraient pas peut-être aller vers ce genre de personnes ou ouvrir les portes de leur club, de se rendre compte, très concrètement, de ce que c'est que d'être en situation de handicap, de voir qu'on peut s'amuser également en fauteuil, et puis peut-être de passer le pas derrière sur de la mise en œuvre de projets et de l'ouverture dans les clubs. Ça, c'est le volet formation-sensibilisation. Ensuite, on a tout un volet sur l'accueil. Alors l'accueil, vous allez me dire, il n'est pas seulement important pour les publics éloignés de la pratique sportive. Oui, mais quand on est sur des publics éloignés de la pratique sportive, comme les personnes en situation de handicap qui peuvent être à domicile depuis un certain nombre de mois, par exemple, suite à un accident, admettons, on a une nécessité de les accompagner encore plus dans la pratique, donc de mieux les accueillir. Ça passe par des choses très simples, c'est simplement ouvrir la porte du gymnase, les accompagner dans les premiers moments d'échange, les accompagner dans les premiers doubles qu'ils vont faire avec 2 ou 3 personnes, etc., etc. Et ce travail des clubs de badminton sur le mieux accueillir pourra être ensuite décliné vers des populations plus traditionnelles, qui sont par exemple nos adultes loisirs. Comment est-ce qu'on les accueille, comment on accueille un adulte loisir pour la première fois, et qu'est-ce qu'on lui propose. Sur la pratique, deuxième axe de pratique du badminton, nous on insiste beaucoup à la fédération sur une pratique au départ en créneaux partagés. Alors ça peut être valable sur le handicap, personnes en situation de handicap et personnes valides sur le même terrain. Ça peut être valable également chez les personnes seniors, on peut créer des journées intergénérationnelles, ça fonctionne relativement bien. Le club de Cholet en est un très bon exemple, par exemple. Il met sur le terrain des mini-bads et des personnes seniors qui sont un petit peu éloignées de la pratique, et ça donne des moments assez sympas à vivre. Voilà, donc ça c'est sur la pratique en créneau partagé, important. En termes d'animation, le meilleur moyen de proposer un accès à la pratique, c'est d'organiser des journées découvertes. Alors nous, fédération, on peut vous accompagner à créer ce genre de journée, soit en vous mettant en relation avec des territoires qui ont déjà organisé ces journées, soit en vous proposant des modèles et un accompagnement. Je pense par exemple au plateau Handibad, qui sont menés par la fédération depuis maintenant 1 an, et c'est exactement ce que vous avez vu sur la vidéo d'introduction de ce webinaire. Une pratique qui peut être également possible, c'est de délocaliser la pratique et de pas rester au sein de son club, et aussi d'aller chercher les gens directement au sein des établissements sociaux ou médico-sociaux, ou alors dans les structures de l'animation socio-culturelle dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, nous on imagine plutôt ça sous forme de prestation de service, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un partenariat qui est fait entre l'instance médico-sociale et le club, et l'éducateur sportif se déplace à un rythme régulier pour proposer des séances de découverte. Et enfin, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les zones carencées, alors c'est du vocabulaire ministériel que j'utilise ici, zone carencée donc comprend les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et les zones de revitalisation rurale, les ZRR, donc qui se situent plus à la campagne, entre guillemets. Donc sur ces zones carencées, une action ultime quand le club le plus proche reste très éloigné du lieu de pratique, c'est de créer des clubs et de s'appuyer sur les populations locales pour essayer de créer un dynamisme autour du bénévolat et de ces personnes-là. Sur l'accès à la compétition, un petit mot assez rapide. On a des outils qui existent aujourd'hui pour proposer justement cette passerelle un petit peu vers nos compétitions. L'outil Promobad est très bien fait pour proposer de la flexibilité d'organisation, des formules assez simples pour des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de la compétition au départ, etc. Donc ça c'est un bon moyen d'entrer dans la compétition. Les compétitions de proximité, faut pas oublier de proposer l'accès à tous. En ce qui concerne le para-badminton en particulier, je vous incite assez fortement, pour ceux, et la plupart des clubs en ont un, qui ont un tournoi annuel, voire plusieurs, d'ouvrir votre tournoi au paraban, donc c'est ouvrir une catégorie. Je vous invite non seulement à le faire, mais également à me tenir au courant, ou en tout cas à tenir au courant la fédération, pour la simple et bonne raison que nous, derrière, on communique auprès des joueurs, pour essayer de les mobiliser sur ces différents tournois. Aujourd'hui, l'offre elle est très réduite. Il y a le circuit para-badminton qui vient de se lancer cette année, mais ça concerne 5 dates en France. Donc à la louche, si on rajoute les 5 autres tournois qui ouvrent de temps en temps leur tableau au parabad, on en est à une dizaine par an, c'est vraiment pas beaucoup, et le retour du terrain, c'est que les gens ont faim
ils ont envie de jouer, voilà. Donc ouvrir son tournoi au Parabad, c'est pas beaucoup plus de contraintes, il faut qu'on échange au téléphone là-dessus, mais en tout cas ça peut aider des gens qui en proximité auraient besoin de pratiques compétitives, en situation de handicap physique, à venir pratiquer. Et après, il y a toute la partie si on est dans une démarche de perfectionnement vis-à-vis d'une certaine typologie de public. Ça peut être des vétérans qui s'entraînent spécifiquement pour les championnats de France, pour partir aux Europes, au monde, ou des personnes en situation de handicap qui sont dans une offre déjà compétitive, dans une pratique déjà compétitive et qui ont envie de se perfectionner. On est sur des créneaux dédiés à leur demande, ou éventuellement des stages de perfectionnement si vous en avez les moyens. Enfin, le haut niveau, alors qu'est-ce qu'il fait là, le haut niveau il fait là qu'il faut pas l'oublier dans la composante de son projet Bad pour tous, parce que ça peut être une finalité pour certains. J'ai mis ici, par exemple, le point numéro 2, qui est proposer un tremplin vers les Paralympiques, vers le haut niveau paralympique. Alors, comme vous le savez ou pas, en tout cas je le rappelle, le para-badminton, le badminton pour les personnes en situation de handicap moteur, physique donc, rentre aux Jeux paralympiques de Tokyo à fin d'été 2020. C'est une nouveauté pour la fédération, donc c'est une grande victoire, et ça peut encourager des vocations. Donc il faut pas oublier de dire à des personnes en situation de handicap physique motivées par les aspects d'affrontement de compétition qu'il y a cette perspective-là qui peut potentiellement, avec toutes les pincettes possibles, parce que le haut niveau c'est très délicat, être le bout de l'aventure, entre guillemets. Voilà. Et j'aimerais également insister sur le fait que vous pouvez, si vous avez envie de structurer ou en tout cas d'entamer un petit peu une démarche autour des seniors, autour du handicap sur un territoire, vous portez organisateur d'une compétition nationale de référence. Ça peut être les championnats de France vétérans par exemple, ça peut être les championnats de France Parabad comme ceux qui ont lieu à Saintes, à côté de La Rochelle, dans une semaine. Alors quels outils? Alors ça c'était pour un petit peu résumer la manière dont on pourrait réfléchir l'offre de pratique pour les publics éloignés de la pratique sportive. Maintenant, quels outils? Qu'est-ce que nous, on vous propose en termes d'accompagnement? Alors, tout ça, c'est en structuration, toujours en permanence, et on essaye de rester à l'écoute le plus possible du terrain, donc il faut que vous n'hésitiez pas surtout à nous remonter vos besoins, vos envies, vos idées. Aujourd'hui, beaucoup d'informations, donc des plaquettes qui existent, accueillir des personnes en situation de handicap dans son club, développer la pratique pour les seniors, développer le badminton dans les quartiers prioritaires de la ville. Tous ces documents sont disponibles sur demande, donc je vous donnerai mes coordonnées après, et je suis disponible pour échanger à n'importe quelle heure du jour, pas encore de la nuit, mais je sais pas si ça saurait tarder, j'espère pas. Des rapports, des documents, une cartographie des bonnes pratiques territoriales, c'est-à-dire une carte sur laquelle vous pouvez voir les clubs, comités, parfois ligues de badminton, qui mettent en place des actions Bad pour tous, et prochainement des contacts des référents de ces actions pour que vous puissiez avoir une mise en réseau avec des gens. Des livrets pour les éducateurs, donc ça c'est plutôt les outils pédagogiques, des livrets éducateurs en particulier pour le dispositif senior. Le dispositif jeune, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un livret pédagogique, enfin c'est pas qu'un livret pédagogique, mais c'est tout un dispositif pédagogique à destination des jeunes, qui donne des situations péda assez intéressantes dans de nombreuses situations de découverte pour des publics qui n'ont pas forcément l'habitude du badminton, donc on peut toujours s'appuyer là-dessus. J'en profite pour vous dire que la mallette du dispositif jeune comprend des fiches pratiques de mise en application de situations et elle est actualisée, puisqu'aujourd'hui dans cette mallette, depuis tout récemment, toute fin 2019, il y a une clé USB avec des contenus de la BWF dessus, sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour proposer vos situations de découverte. On a tout un lot de vidéos pédagogiques, alors plutôt reportages, mais qui permettent de montrer, à l'instar de ce que vous avez vu au tout début du webinaire, de montrer par l'exemple ce que ça pourrait donner, une animation de badminton pour tous. On a également des outils pratiques, donc là une note sur le rappel de l'encadrement des publics, puisque j'imagine que ça va être une de vos questions, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais qui peut faire quoi? Est-ce qu'un professionnel peut encadrer tout type de public? Est-ce qu'un bénévole peut encadrer tout type de public? Est-ce qu'il y a besoin d'un certificat complémentaire ou pas? Donc là vous avez un fichier qui récapitule tout ça, qui a été réalisé avec Formabad il y a de ça plus d'1 an maintenant, que je peux vous fournir sur demande.
Une convention type que nous on a réalisée avec un établissement spécialisé. Donc si vous voulez rentrer en partenariat avec un établissement, nous on vous fournit la convention. À vous de négocier en direct sur les prestations de services possibles dans cet établissement, mais on vous fournit le document. Depuis la rentrée, on peut proposer également le titre de participation collective. Alors ça, c'est peut-être un peu barbare pour certains. Je vais essayer de l'expliquer de manière assez simple. Ce titre de participation collective, c'est comme une licence, ou une affiliation, si vous voulez, plutôt une affiliation, d'un établissement spécialisé à la Fédération Française de Badminton. Cet établissement spécialisé, il rentre en partenariat avec un club, ou un comité, ou une ligue. Il est affilié à la Fédé. Et nous, fédération, on voit que c'est un établissement dans lequel il y a de la pratique du badminton de façon régulière. Ceci moyennant un tarif pédagogique que vous négociez avec lui sur la prestation de service, et moyennant un tarif d'affiliation qui est déterminé par une grille que je pourrais vous fournir à la demande. Également, vous dire que par mon intermédiaire principalement, la Fédé vous accompagne de manière humaine et matérielle. Alors le principal accompagnement humain, au-delà, et je ne l'ai pas mis là, du conseil que je peux vous apporter sur la construction d'un projet Bad pour tous, c'est-à-dire prendre un temps d'échange avec vous, voir un petit peu où est-ce que vous voulez aller, définir vos finalités, définir vos objectifs et vos actions, c'est la mise en lien avec des institutions médico-sociales partenaires de la fédération. La stratégie qu'on a essayé de développer au niveau national, c'est de se rapprocher de groupes ou d'associations nationales qui gèrent tout un ensemble d'établissements médico-sociaux pour faciliter justement les liens de nos structures locales avec ces établissements. Donc là, je vous en ai cité certaines. C'est par exemple le groupe Corian pour les EHPAD avec lequel on est aujourd'hui en discussion, et il y a des choses qui devraient pouvoir être rendues opérationnelles très prochainement. Et également les établissements affiliés à, alors 3 termes barbares encore, pardon, l'APAGE, l'APF et l'UNAPI, qui sont toutes 3 des associations spécialisées dans le champ du handicap. Et enfin, de manière très concrète et pragmatique, on vous fournit du matériel, donc des t-shirts pour les animations, et prochainement des kits de pratique pour le badminton en EHPAD, dont seront dotés les ligues. Autres outils, formation, on en a pas mal parlé tout à l'heure, donc on a tout un arsenal de formations qu'on appelle les initiateurs publics spécifiques. Aujourd'hui, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui sont organisés sur le territoire. Donc diplôme d'initiateur para-badminton, personnes en situation de handicap moteur et physique. Le DIHMP, décidément beaucoup de sigles, diplôme d'initiateur handicap mental et psychique. Les 2 formations qui sont le DIPSEC et le DIPSES, alors c'est des formations d'initiateurs publics seniors, en club pour le EC et en établissement spécialisé pour le ES. Donc vous avez les 2 apports pédagogiques sur ces 2 formations. Et enfin, là j'en ai pas beaucoup parlé, mais la formation existe. Il y a quelques structures badminton qui se lancent dans cette aventure-là qui est sympa à vivre, qui est de proposer du badminton en milieu pénitentiaire. Donc le DIPP, c'est le diplôme d'initiateur public pénitentiaire. Voilà. Je passe rapidement sur la fin du PowerPoint, je pourrais éventuellement répondre aux questions, mais ça c'est plutôt des perspectives. Aujourd'hui, on travaille avec des fédérations européennes pour développer un programme de formation à distance sur le handicap. Donc ça, c'est des choses qui viendront normalement dans les prochains mois, moyennant toute la structuration de ce type de formation. On peut faire également le lien vers des formations externes. Je pense notamment au sport santé, où il y a tout un arsenal de formations sport santé qui est proposé. Je pense notamment au CROSS et au GDOS qui proposent de nombreuses formations sport santé. Donc nous, on peut aussi se faire le relais de cela, aller chercher de l'information pour vous et voir un petit peu sur votre territoire s'il y a des choses qui se font. Et enfin, la possibilité d'une demande de mise à disposition d'un service civique, puisque nous, on a un agrément avec l'Agence nationale du service civique, et on peut proposer des services civiques dans les structures. Un petit mot rapide, puisque j'aimerais vous laisser le temps des questions, sur l'après. Ok, on a mené un projet badminton pour tous, on a mené des actions, des animations, comment est-ce qu'on valorise ces pratiques? Alors là, 2 possibilités à notre niveau fédéral. 1, vous me faites remonter vos bonnes pratiques, je les mets en avant sur la cartographie des bonnes pratiques dont on parlait tout à l'heure, qui est retrouvée sur le site fédéral. Donc ça, c'est par mon intermédiaire. Et 2, n'hésitez pas à candidater au label Sport Responsable. Le label Sport Responsable, vous voyez le site internet qui s'affiche là sur votre écran, c'est le label qu'on
qu'on anime avec Generali, notre assureur, qui récompense les bonnes pratiques sociétales sur les territoires. Donc si vous avez une bonne pratique sociétale, quelle qu'elle soit, projet, même animation ponctuelle, même si, je vous le dirai à la fin, c'est plus intéressant d'avoir un projet pérenne qu'une animation ponctuelle, n'hésitez pas à candidater à ce label pour valoriser vos bonnes pratiques. Vous aurez une labellisation, des documents qui vous permettent d'être mis en lien avec votre collectivité ou valorisés auprès de votre collectivité, et éventuellement la deuxième étape, si vous avez un projet très solide, étudié à la fois par Generali et par la fédération, on pourrait vous proposer au trophée sport responsable en décembre tous les ans, là où il y a une dotation financière. En conclusion, ce que j'aimerais partager avec vous en conclusion, c'est un petit peu la finalité de ces projets BAD pour tous là. Alors d'abord pour les publics, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on travaille d'abord, quand on met en place un projet de cet ordre-là, pour les personnes qu'on accompagne à travers un média, qui est le badminton. Alors pour les publics, la finalité elle est simple, elle est plutôt d'abord, si on est éloigné de la pratique sportive, donc de la découverte, du jeu, de l'animation, de la bonne humeur, et parfois, pour certains qui n'auraient pas développé un terrain d'expression un petit peu fort, une possibilité de s'exprimer autrement. Elle est aussi dans la santé, le maintien de la santé pour des populations qui sont souvent sédentaires, de l'entretien, et parfois du défoulement également. Je passe rapide sur le point suivant, je vous inviterai à aller voir le lien que j'ai raccourci ici, qui est aussi, alors là c'est plus de l'ordre psychosociologique, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui, c'est pas l'objet, mais le développement des compétences psychosociales de l'individu. Alors rapidement j'en ai mis certaines, c'est pas exactement ça les compétences psychosociales, mais ça vous donne une idée. C'est d'aller travailler grâce au badminton sur des éléments comme la gestion du stress, la coopération entre les gens, et l'estime de soi pour des personnes qui parfois, hein, c'est pas non plus une règle absolue, c'est que certaines personnes parfois ont perdu un petit peu d'estime de soi et qu'à travers le badminton, on peut leur apporter une pratique, une meilleure confiance, etc. Et ça fait le lien avec mon dernier point qui est parfois la mise en valeur d'atouts. Alors je vais inverser ce que j'ai écrit là, mais d'abord d'atouts, et ça c'est très très positif, c'est-à-dire de se dire que chez une personne en situation de handicap qui était peut-être sédentaire depuis un certain temps, dans la confrontation elle va être meilleure et du coup elle va se sentir valorisée, mais également de difficultés, et c'est là où il faut être assez vigilant quand on met en place un projet de cet ordre-là, c'est de pas faire la lumière sur des difficultés qui sont déjà existantes, et de se dire que le badminton non plus va pas révolutionner les choses, quoi. S'il y a quelqu'un qui est en difficulté, c'est pas la peine de le mettre encore plus en difficulté dans des confrontations qui seront pas faites pour lui, entre guillemets. Alors dernière slide que j'aimerais partager avec vous, c'est quelle est la finalité pour vous, structure badminton, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça souvent c'est la question que j'ai au téléphone, qu'est-ce que ça m'apporte moi de partir sur un projet BAD pour tous? Alors j'essaie d'y répondre là de manière pas du tout exhaustive, d'ailleurs on pourrait changer ce sujet. Moi d'abord ce que j'ai envie de vous dire c'est que ce sont des projets qui vous aident à remplir une mission de service public. Alors c'est un petit peu barbare hein, comme thématique, mais c'est surtout de travailler sur la lutte contre l'éloignement de la pratique sportive, l'inclusion sociale et la mixité sociale en priorité. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'occasion de montrer et ou de renforcer la qualité de l'accueil dans nos clubs affiliés. Trop souvent on délaisse un petit peu cette notion, et quand on est sur des publics éloignés de la pratique sportive, peut-être qu'on va y apporter une attention un petit peu particulière, et donc du coup on va montrer que ouais, on est capable de bien accueillir, et il n'y a pas de raison qu'on n'accueille pas, qu'on fidélise pas ceux qui sont déjà là par ailleurs. Et enfin c'est sans doute l'occasion de renforcer l'image du club comme un lieu de convivialité. Sur le plan des publics, ça vous permet d'en accueillir de nouveaux, ok, si vous ne le faisiez pas déjà. Éventuellement d'attirer de nouveaux dirigeants bénévoles. On sait que le monde du bénévolat, on dit ça tous les ans, mais le bénévolat est en crise. En tout cas, je pense par exemple aux populations seniors qui pourraient être dans une pratique de loisirs assez régulière. Et c'est peut-être chez ces personnes-là qui sont en situation de pré-retraite ou peut-être presque à la retraite, où on va se dire tiens, peut-être qu'on va attirer leur attention sur un investissement particulier bénévole au sein de notre structure club. C'est également l'occasion de fédérer votre club autour de projets communs porteurs d'un sens social, donc peut-être d'impliquer les bénévoles sur un autre sujet,
et ou d'en fédérer de nouveaux qui viendraient peut-être pas forcément pour tenir une buvette sur un tournoi annuel, mais qui, parce que on accueille 5 gamins qui viennent d'IME tous les jeudis midi par exemple, bah, se sentiraient impliqués pour venir taper le volant, échanger le volant avec eux et puis les accompagner dans un développement de la pratique. Au niveau professionnel, c'est l'occasion parfois de pérenniser des emplois en augmentant leur volume horaire, notamment en journée. Je pense au partenariat avec les établissements sociaux et médico-sociaux où là on peut augmenter relativement significativement le volume horaire sur des semaines. C'est l'occasion par rapport à votre collectivité de montrer que vous remplissez aussi des créneaux inexploités. Je pense par exemple au samedi, j'ai des exemples en tête, les créneaux du midi, certains créneaux du week-end, et parfois d'accéder à des équipements qui sont peu utilisés. Il y a un volet financier aussi, évidemment. Ces projets-là, et ça vous a pas échappé que c'était dans les différentes lettres de cadrage, alors avant directive du CNDS et aujourd'hui lettre de cadrage de l'ANS, donc c'est l'accès à des subventions publiques. Éventuellement à de nouvelles sources de financement. Alors là j'ai mis prestations de services parce que j'ai pensé au partenariat qui était établi entre l'établissement médico-social et votre structure, mais on peut également imaginer qu'on a des partenariats privés qui viennent s'associer financièrement à vos actions et qui mettent un petit billet sur ce genre d'action. Un petit mot par contre, attention, alors ça c'est un mot peut-être personnel, mais en tout cas attention à l'opportunisme, c'est-à-dire de se dire qu'on ne met pas en place des projets badminton pour tous, d'abord pour accéder à des financements. En tout cas, ce serait vu comme de l'opportunisme et à mon sens, c'est un biais auquel il faut essayer de faire attention. Voilà. Et enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est peut-être plus marginal, mais ça peut être l'occasion pour certaines personnes de les accompagner vers un projet de haut niveau, et je pense notamment au parabadminton. Vous avez une petite conclusion ici. Ce que j'ai essayé de vous détailler, c'est les objectifs d'un projet sportif à finalité sociale et éducative, développement de compétences sociales sur un public et produire un effet bénéfique sur la société par ricochet, et une méthode, définir ses objectifs et les actions qu'on va mener, travailler à la connaissance du public, travailler nécessairement en partenariat avec les ESMS, les fameux établissements sociaux et médico-sociaux, savoir analyser les besoins d'un public et évaluer l'impact de son projet, et enfin, et c'est le mot de la fin, proposer un plan d'action qui s'étale sur plusieurs années, parce que si on fait un one-shot, on envoie le pire signal à ces personnes en leur disant « Je vous donne un espace de bonheur de 5 heures en faisant du badminton, mais après par contre je m'occupe plus du tout de vous, parce que ça m'intéresse plus. » Voilà. Je vous remercie beaucoup, et sur les conseils de mon cher collègue Vincent, je vous donne rendez-vous au prochain webinaire qui aura lieu le 6 février à 12h15, et qui sera sur l'emploi, état des lieux et dynamique de l'évolution au sein de la FFBAD. Merci beaucoup, et je suis à vous pour les questions. S'il n'y a pas de questions... Peut-être Sarah est là? Peut-être Sarah, tu veux... C'est toujours intéressant d'avoir des partages d'expérience. Alors je sais que Sarah Michel, donc je te présente, mais tu te présenteras tout à l'heure. Sarah Michel, Ligue Grand Est de badminton, qui a mené des actions avec des établissements sociaux, médico-sociaux. Sarah, est-ce que tu aimerais partager un petit peu les actions que tu as mises en place? Je suis pas assez rapide par écrit, j'ai été contacté par la vidéo 57 pour attendre. On peut lui donner la parole. Oui, on peut lui donner la parole, tout à fait. Faut que je coupe mon micro, peut-être? Non. Sarah, tu peux y aller. On devrait t'entendre. Non. Vas-y. Ok, bon, en attendant qu'on résolve la technique, je vais prendre la première question, il y en avait une. Est-ce qu'il y a des formations prévues en PACA? Alors la question était, est-ce qu'il y a des formations prévues en PACA? Pour le moment, je n'ai pas encore les dates et les lieux des prochaines formations, mais en revanche, on vous les communiquera dès que possible. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je passerai directement avec Formabad
pour l'ensemble des dates et des lieux des formations et d'initiateurs spécifiques, et je communiquerai aux ligues, aux comités, et également à des personnes identifiées ciblées, les dates et les lieux de l'ensemble des formations et initiateurs spécifiques. Donc si ça vous intéresse, peut-être me laisser surtout vos coordonnées pour que vous soyez bien dans cette boucle-là de communication. Voilà. Son micro fonctionne pas, donc elle pourra pas parler. Ah, donc le micro de Sarah ne fonctionne pas, donc elle pourra pas partager son expérience. Dommage. Oui, donc Sarah partage son expérience par écrit. Donc je pense que vous pouvez le voir sur le chat. Ah oui, il y a une question sur les nouveautés de la nouvelle mallette pour le dispositif jeune. Alors les nouveautés, c'est surtout cette clé USB sur laquelle il y a des contenus Shuttle Time, donc du programme Shuttle Time, c'est le programme, je parle sous contrôle de Vincent, mais à destination des jeunes de la Fédération internationale. Donc il y a du contenu pédagogique additionnel en fait sur cette nouvelle version de la mallette. Sarah qui demande si on a un retour sur cet annuaire. Donc Sarah qui demande si on a un retour sur l'annuaire. Tu parles de l'annuaire finesse là du fichier national des établissements sanitaires et sociaux, je suppose. Pardon pour le silence, c'est un peu gênant. J'essaie de suivre. Un annuaire des clubs à donner au médecin. Alors, attends, je vais... Bah là j'ai pas de billes pour te répondre, Sarah. Un annuaire des clubs à donner. Moi ce que je peux te donner, c'est les personnes qui ont été formées à ces publics éloignés de la pratique, donc aux initiateurs publics spécifiques sur ta région, depuis le début, hein, je pense qu'on a cette historique-là, en tout cas depuis longtemps. Et après tu peux faire le lien avec des clubs. Voilà. Après, est-ce que c'est dans un annuaire ou est-ce que c'est en lien avec un IDOS, un cross? Ça, je peux pas te répondre. Voilà. Mais en tout cas, je peux te faire un fichier avec tout ça. Mais sur Pouna, on a les informations. Alors peut-être pas toi, mais en tout cas nous, on peut les avoir. Ça, je vais le noter par contre. Je vais noter sur... D'accord. Ouais, juste mettre nombre de formés, grand test, enfin liste formée, grand test initiateur. Ok, je te ferai ça, Sarah. Ah, bonne question de Stéphane. Salut Stéphane. La question, comment dans Pouna on accède au titre de participation pour les EHPAD? Alors, aujourd'hui j'ai été relativement vague sur ce sujet parce que j'attends des retours du service informatique. C'est-à-dire que le titre de participation il est clair, simplement il y a des choses qui sont pas encore opérationnelles sur Pouna. Donc pour le moment, je n'ai pas de tutoriel à fournir. Voilà.
J'espère que ce sera le cas dans les prochaines semaines. Donc je suis un peu désolé, ça m'embête autant que vous. D'accord. Alors sur Corian, je peux répondre. Je sais pas quelle réponse tu lui as apporté. Peut-être tu peux me l'expliquer pendant que je te réponds. Sur le groupe Corian est un groupe donc national qui gère des établissements pour personnes âgées dépendantes et pas dépendantes. C'est le premier groupe en France en termes de nombre et en termes de chiffre d'affaires aussi, mais bon ça c'est un peu moins important, mais surtout en termes de nombre. L'idée c'est que nous on négocie en ce moment même une convention au niveau national qui faciliterait les liens entre les EHPAD et les structures locales chez nous, donc les clubs et ou les comités. La convention elle inclurait un tarif pédagogique minimum pour la structure badminton qui pratique l'activité pédagogique badminton à intervalles réguliers, et ce fameux titre de participation collective pour les établissements Corian. Donc si c'est le cas, en fait Stéphane, quand tu l'as au téléphone, peut-être lui parler de ça, et me le dire, pour que moi je puisse, au regard de nos négociations avec Corian, t'intégrer en fait dans le fichier qui déploiera le badminton en EHPAD sur la première année, avec Corian si tu veux. Et tu serais sur la région parisienne un des clubs qui le fait. Il y a le comité 93 par exemple qui le fait et qui veut rentrer dans cette démarche de déploiement. Voilà. Alors, 2 questions supplémentaires. Sarah d'abord. Au niveau du réseau, nous n'avons pas parlé des étudiants STAPS en NAPAS. Intéressant de se rapprocher d'eux. Tout à fait. Alors, pour décliner un petit peu ce que dit Sarah, et à l'attention des autres, donc les étudiants STAPS, donc les étudiants en filière sport, en NAPAS, ce sont les activités physiques adaptées et de santé. Donc c'est une filière de professionnels qui sont en capacité de prendre en charge pédagogiquement l'ensemble des publics éloignés de la pratique sportive dans une perspective de santé et de remobilisation. Donc c'est effectivement des réseaux à solliciter quand vous avez la chance d'avoir de la formation des universités STAPS à proximité de votre environnement. Essayez de regarder à ce sujet les organismes déconcentrés de l'ANE-STAPS, ANE-STAPS. Je vous donnerai les liens et on vous les transférera par Vincent, qui est l'association nationale qui gère les STAPS formés en APA justement. Et donc eux, ils ont le contact direct de ces personnes et il peut y avoir des mises à disposition, il peut y avoir des gens qui viennent sur des journées d'animation pour vous aider à encadrer, etc., etc. Donc c'est effectivement une bonne filière à solliciter. Merci Sarah. 2 questions encore. Stéphane me demande ce que contient le kit pédagogique. On parle du kit pédagogique EHPAD, je suppose. Ce kit pédagogique comprend des raquettes, des pompons, des espèces de fluff balls. Alors c'est des espèces de ballons avec un petit foulard, mais ça freine un petit peu la trajectoire de ce qui pourrait être un volant. Donc c'est vraiment pour proposer du badminton adapté sur des personnes âgées dépendantes. On est bien souvent sur du badminton qui est assis, mais Sarah, c'est dommage que t'aies pas ton micro, tu pourrais témoigner. Sur du badminton donc qui est assis et qui est doux, c'est-à-dire qu'on travaille avec des balles en mousse, on travaille avec des raquettes un petit peu courtes pour progressivement aller vers du volant et des frappes qui restent à hauteur d'épaule, quoi, on va dire. Voilà, donc sur le matos, c'est plutôt matériel raquette, matériel balle en mousse, matériel fluff ball là entre guillemets, ce matériel de pratique là. Voilà. Je fais la suite. Les étudiants STAPS en licence professionnelle, intervention sociale et médiation sportive. Tout à fait, c'est aussi une filière qu'on peut solliciter. Donc il y a les étudiants STAPS en APA, activité physique adaptée et de santé,
qui sont en capacité de prendre en charge des groupes, et également ceux qui sont en licence pro, qu'on appelle intervention sociale et médiation sportive. En revanche, je crois, il faut que je vérifie, mais que ces licences pro ne sont pas si nombreuses que cela. Voilà, à voir en fonction de vos réalités de terrain et en proximité de vos universités. Tout à fait, Sarah, c'est ce kit-là. C'est ce kit-là qui a été déployé par des capros sur les conseils de mes collègues à la fédération. Une dernière question ? On va recevoir à la fédération un nombre de kits suffisant pour doter l'ensemble des ligues, mais pour le moment on l'a pas encore reçu, ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Donc une fois que les ligues seront dotées, vous serez informés, et les ligues pourront effectivement vous fournir ces kits-là. Voilà. Mais pour le moment c'est pas encore dans les locaux des ligues, quoi. Top. Écoutez, on va arrêter là. J'espère avoir répondu aux questions, avoir été clair. C'est pas facile de balayer un sujet aussi large en restant un petit peu à la surface. Moi, je reste à votre entière disposition si vous avez envie de me parler de vos projets spécifiques, de vos besoins spécifiques, pour vous accompagner de manière spécifique, justement. Donc, vous avez mon numéro de téléphone professionnel qui est là, mon adresse mail. En ce moment, avec les grève de transport, je vous invite à me contacter plutôt par mail, parce que mon numéro professionnel enregistre un certain nombre de messages vocaux et je suis pas en capacité de tous y répondre. Voilà. Donc le mail est le moyen de communication pour le moment le plus efficace. Je vous remercie à tous d'avoir participé et n'oubliez pas le prochain webinaire le 6 février, midi 15, l'emploi avec le très très bon Frédéric Dor. Merci à tous. Salut à tous, merci.